Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo exceptionnelle. Une vidéo d'information axée sur la prévention, la pédagogie et la sensibilisation plutôt concernant l'alerte rouge globale maintenant. Nous sommes informés. Effectivement, la NASA nous a parlé d'un virement de trajectoire de la Lune euh, permettant une augmentation de la hauteur du niveau de la mer. On a bien vu catastrophe, ce qui se passe en Allemagne notamment et en Belgique. Ça, très clairement, là, au niveau des informations, on a passé un cap, effectivement. On a eu les annonces assez dévastatrices, finalement, dans l'esprit du président de la République, qui est quand même assez forte, finalement, assez rude, mais les personnes avisées étaient quand même prévenues. On en avait parlé depuis quelques mois. Et puis, cette vidéo spéciale imprévue, car c'est une chaîne YouTube dont je me suis récemment abonné, qui me fait faire cette vidéo. C'est un sujet qui fait possiblement écho à Seattle, bien sûr, mais aussi à mes travaux et précédents concernant la géophysique et ma vidéo sur les kilowatts. Donc c'est un mélange de ces trois choses qui reviennent pour réinformer, resensibiliser et refaire une mise à jour. Parce que là, on est dans une situation d'extrême urgence. D'un point de vue, on va dire climatique, mais bon, vous voyez ce que j'en pense. Effectivement, il se passe des choses. Mais on a bien vu qu'avec le récit Irak, il y a les astres aussi qui ont un rôle à jouer. On verra aussi dans cette vidéo. Il y a toujours le stock market crash, malheureusement. C'est extrêmement important. Les attaques cybernétiques. Donc il y a quand même beaucoup de choses extrêmement importantes. Et dont on voit aussi des références avec Seattle et la géophysique et le kilowatts, bien évidemment. Et on voit aussi des références dans le magazine The Economist, c'est celui du Golden Gate Bridge à San Francisco. Voire même de la ville, en proie à une sorte de prophétie apocalyptique concernant le pont et la ville. Alors, je suis toujours comme d'habitude, d'habitude c'est une vidéo spéciale, je ne vais pas marquer The Economist, mais plutôt Golden Gate Bridge Apocalypse. Pourquoi on va le voir. Parce que c'est aussi référence à cette chaîne, je mettrai en lien la chaîne YouTube Golden Gate Apocalypse, mais par rapport à son placement symbolique dans le numéro spécial The Economist The World in 2018. Tout simplement, il est placé en 59, et on va le voir juste après, la symbolique du 59. Effectivement, ici, le caducée c'est 63, 62, 61, 60. 59, 58. Effectivement. C'est quand même extrêmement intéressant. Alors, on va voir ça ensemble. Effectivement, c'était plutôt le 58 pour le coup. 63, 62, 61, 60, 59, 58. Effectivement. J'avais mal compté en arrière. C'est quand même extrêmement intéressant, comme quoi il faut rester humble. Et j'étais parti sur 59 parce qu'effectivement ça faisait référence à l'Apocalypse. Juste remontre, effectivement, très clairement c'est le Golden Gate Bridge en 58e position. Alors, très clairement, effectivement c'est intéressant de parler de San Francisco, de la ville, mais ça permet aussi de faire cette mise à jour concernant la géophysique avec la faille de San Andreas et le Mauna Loa. Alors effectivement, ce sont une faille géophysique qui est surveillée, bien sûr, avec des capteurs
Tout comme le mois Noël qui est passé en vigilance, parce qu'on a beaucoup de tremblements de terre de 2 à l'échelle de 2. Et ça reste en vigilance. En vigilance. Sauf que quand on voit l'histoire même récente, les grandes catastrophes ne sont jamais prévues. Et c'est aussi le sujet de cette vidéo. C'est la question astrologique, bien évidemment. Et c'est quand même une vidéo qui est une sorte de mélange des genres, mais sans l'astrologie, c'est compliqué d'expliquer ces phénomènes qui sont surveillés, que tout d'un coup, où il se passe des événements, ça reste une alerte rouge. On le sait, il y a une crainte de Big One, ça on le sait. Avant 2030, sur certains sites, il y a une crainte du Big One, bien sûr, surtout avec ce qu'on voit en ce moment. Et le Mauna Loa aussi. On voit bien avec le Kilauea, donc c'est un bulletin d'alerte. C'est vidéo, c'est un bulletin d'alerte, mais on est dans une phase d'alerte globale. Globale. Et par exemple, quand Emmanuel Macron fait ses annonces, mais les gens ne savent pas qu'il y a quand même aussi des décisions au Conseil constitutionnel, etc. Donc, mais il se passe quelque chose dans les pensées des gens, dans l'esprit des gens, et puis tout d'un coup, ils se précipitent sans se poser des questions pour savoir ce qui se passe à l'intérieur des vaccins, notamment. Donc, c'est quand même. Il a réussi l'effet escompté. Et astrologiquement, ça a du sens par rapport aux annonces de Macron et les gens et leurs pensées, je veux dire, rapides comme ça, cette crainte, cette peur, les pensées ont une incidence au niveau astrologique. Et c'est ça que les scientifiques n'ont pas, ne prennent pas en compte. La question astrologique, globalement, chez les scientifiques, ne sont pas prises en compte. Et malheureusement, c'est ça qui fait que il y a des catastrophes brutales, d'une grande violence. Et on a l'impression que les scientifiques, avec leurs supercalculateurs, ordinateurs, etc., ça peut pouvoir les aider. Or non, la question astrologique est primordiale. C'est pour ça que les scientifiques sont en dessous des militaires et des politiques. Et des mécénats qui leur donnent de l'argent. Parce qu'on pense que les scientifiques peuvent nous prévenir. Non. Ils doivent, d'abord, il y a des hiérarchies au niveau du complexe militaire industriel et des mécénats. Ils sont en dessous, les scientifiques. Ils sont en dessous parce qu'ils ne prennent pas la question astrologique. Donc au niveau de la société, ils seront toujours en dessous. Et quand bien même ils font des découvertes, eh bien, ils seront obligés d'en parler avant et de dire qu'est-ce qu'on fait par rapport à leur hiérarchie, tout simplement. Parce que c'est ce qu'on attend des scientifiques qui prévoient, qui nous préviennent avant. Si la question astrologique n'est pas prise en compte, ça risque d'être extrêmement compliqué par rapport à ce Big One qui peut arriver dans ces séquences-là catastrophiques où les gens sont, j'ai oublié, excusez-moi, malheureusement aussi en Afrique du Sud, à Cuba, au Liban. Donc tout ça, au niveau de la pensée des gens, ça a une incidence astrologique. Et c'est extrêmement important de le comprendre. C'est jamais vu là, ce qu'on est en train de voir partout, globalement. Bien évidemment, il y a encore le Venezuela, malheureusement. Malheureusement, ça va de mal en pis. Et la France, surtout, c'est quand même assez. Donc c'est très important de ne pas accabler les scientifiques de toute façon s'il y a une grande catastrophe. Ça c'est évident, tant que la question astrologique n'est pas au cœur des travaux, même si la surveillance est quand même quand même important. Donc on est bien d'accord, hein, 63, 62, 61, 60, 59, 58. Donc alors qu'est-ce que ça nous dit la symbolique du 58 dans un premier temps? Certains textes apocryphes relatant la mort de Zacharie, fils de Barachi, et père de Jean-Baptiste, rapportent que celui-ci fut assassiné entre le sanctuaire et l'autel. Son sang répandu sur le sol continua à boulonner pendant 58 ans. D'autres textes apocryphes parlent plutôt de 50 ans. Selon d'autres sources, le sang de Zacharie aurait bouillonné jusqu'à la venue de Titus lors de la destruction de Jérusalem. Le sang de Zacharie fut apaisé quand Titus égorgea 300 000 personnes à Jérusalem. Ça c'est bien la symbolique du 58. C'est très 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 inquiétant.
Le même phénomène se produisit lors du meurtre de Jean-Baptiste par Hérode lors du banquet. Son sang à l'endroit où il avait été versé ne cessa de bouillonner. Quand on en informa le roi, il ordonna de le couvrir de terre, mais quelle que fût la quantité de terre qu'on jeta dessus, le sang ne cessait de bouillonner. C'est quand même assez inquiétant, le positionnement, en tout cas, du 58 et du Golden Gate Bridge et de sa symbolique. En général, c'est quand même assez inquiétant quand on voit ce qui se passe en ce moment. Padre Pio reçut les stigmates en septembre 2018 et lui fit révéler qu'il les porterait 50 ans. Cependant, depuis 8 ans déjà, Padre Pio vivait avec la douleur de stigmates invisibles, reçus à Pietrelcina et dont les signes extérieurs avaient aussitôt apparu. Il aurait donc porté les stigmates pendant 58 ans. Dans le Yalkut-Shimoni, on lit d'Adam jusqu'au déluge, il y a 1656 ans. Enoch enterra Adam et il vécut après lui 58 ans. La naissance d'Abraham eut lieu avant la mort de Noé, soit 58 ans avant celle-ci. Le bardo Todol se divise en 3 phases, dont la deuxième se nomme la réalité suprême d'Armata, qui dure 14 jours. La conscience perçoit alors les formes de 42 divinités tranquilles et de 58 frénétiques qui apparaissent sous l'aspect d'un mandala en plein épanouissement. Le Brahmajala Sutra contient les principaux enseignements sur la moralité et a une importance toute particulière pour le bouddhisme chinois et japonais. Il contient en tout 58 règles que chaque moine mayaniste prononce à l'issue de l'ordination proprement dite. Le mont Wu Taishan est un des 4 pics célèbres de la Chine. Cette montagne est un important centre du bouddhisme mongol. Les premiers monastères y furent édifiés dès le 4 et 5e siècle devant notre ère, au 6e siècle. Il en existait plus de 200 et dont 58 se sont maintenus jusqu'à nos jours. Nombre de jours terrestres de la journée de Mercure, c'est intéressant d'un point de vue astrologique. Valeur numérique du mot Chesed, Clémence, de l'arbre séphirotique. Le mot larme est employé 58 fois dans la Bible, 45 fois dans l'Ancien et 13 fois dans le Nouveau Testament. Le mot larme est employé. Est-ce que c'est pas le mot larme qu'on peut retenir après la symbolique du 58 en fait, c'est intéressant. Hein. Au niveau de l'occurrence, le mot larme est la première généralité énoncée dans ce livre de Steve Desrosiers sur le PDF de rlfalec.fr. Effectivement, là, très clairement, on va rentrer dans des zones extrêmement dangereuses. Alors oui, bon, là, je pense que vous l'avez compris ici. Bon, là, les choses sont claires. Bien évidemment. Donc il n'y a pas grand-chose à dire par rapport à ce qui se passe en France. C'est quand même assez grave. Finalement, il ne faut pas oublier l'essentiel. Hein, c'est de faire des provisions alimentaires et de diversifier son économie. Alors, ça, c'est l'essentiel. Après, effectivement, les centres commerciaux, etc., on peut s'en passer. Pour ceux qui ont compris, en tout cas, la véritable dangerosité de ces choses expérimentales. Hein, c'est quand même d'une évidence absolue. Mais je pense qu'au niveau du Conseil constitutionnel, bon, après on verra. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai, je suis d'accord avec plein de monde sur YouTube. Maître Elisio, Roland Philippot, d'autres youtubeurs aussi. Appel à la mobilisation. Oui, non, mais il ne faut pas, bien sûr, il faut être mobilisé comme à Londres, il y a plus d'1 million de personnes. Effectivement, il faut se mobiliser, bien sûr, pour celles et ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Alors, ces vidéos sur cette chaîne nous montrent en image des liens numérologiques convergents vers une seule date, le 20 juillet 2021. C'est dans quelques jours. Mais bon, voilà, ça fait un peu penser à Seattle, effectivement, mais bon, après, il faut rester vigilant, il faut s'informer et être didactique, et voilà. Tout ceci après le grand tremblement de terre, hein, son calcul. Le grand tremblement de terre survenu le 18 avril 1906, on va voir ça. Puis 31 ans et un jour plus tard, le 19 avril 1937, l'inauguration du nouveau pont
Puis la prophétie numérologique, c'est-à-dire 66 ans et 6666 jours, nous donne le 20 juillet 2021. Ou le 19 juillet, j'ai calculé, c'est soit le 20 selon les années bissextiles, mais très clairement, on est à un jour près. C'est assez 66 ans, 6666 jours après. C'est très choquant par rapport au 19 avril 1937, l'inauguration. On voit bien que les choses, malheureusement, par rapport au 11 septembre, au World Trade Center, c'était à peu près de la même acabit. Donc il faut rester vraiment alerte, informé. On est en grosse alerte. Vraiment. Dans tous les secteurs, je le répète. Aussi géologique, la NASA l'a affirmé. La NASA ne va pas dire. Elle donne, elle envoie des messages. C'est ça. La NASA, c'est ce qu'elle fait. Elle ne peut pas faire autrement. Le cinéma aussi, peut-être quelques messages aussi. Voilà. C'est quand même intéressant. Donc, on y va. Le symbolique du 58, concernant, c'est quand même très important. Alors, allons voir les éléments importants concernant cette ville. Alors, il n'y a pas beaucoup d'onglets, j'ai choisi de ne pas mettre de fond musical. Tout simplement. C'est un choix parce que c'est une vidéo spéciale d'alerte, de sensibilisation, plutôt. Pas du décryptage classique des économistes, même si les éléments nous aident. Il y a quand même des éléments intéressants. San Francisco, les risques naturels. On y va. San Francisco, avec sa population d'environ 805 000 habitants en 2006, est la deuxième ville la plus dense des États-Unis après New York. C'est également la plus grande ville de Californie. Cette ville se caractérise par un climat doux et tempéré, avec des étés chauds et des hivers frais, mais sans jamais de température extrême. Les colons espagnols fondèrent une ville à l'endroit actuel de San Francisco en 1776 dans le but de christianiser les Amérindiens. L'endroit a connu son plus grand boom lorsque des gisements d'or ont été découverts près de la ville. La population et les territoires de la ville se sont alors développés à un rythme fulgurant grâce à l'arrivée de nombreux chercheurs d'or. Depuis sa fondation jusqu'à aujourd'hui, plusieurs cultures différentes sont passées par San Francisco. Et cela transparaît encore dans la nourriture locale et dans la culture artistique. Elles sont toutes deux imprégnées des influences amérindiennes, espagnoles, européennes, provenant des immigrants qui sont arrivés à divers moments et de celles des chercheurs d'or. San Francisco comprend également quelques quartiers culturels, Chinatown, on l'a bien vu dans Hitman 4, le Japantown, le quartier italien, le quartier espagnol. Près de San Francisco se trouve également la Silicon Valley, Palo Alto, j'en avais parlé, un endroit où plusieurs entreprises de recherche et de développement de matériel électronique et d'informatique se sont installées. La Silicon Valley, c'est effectivement où il y a les GAFA, bien évidemment. Situation géographique lors de la carte. Effectivement, on a Auckland, The Bay, où Golden State Warriors a été en finale quand même 58 de 2015 à 2019 quand même. C'est assez impressionnant, gagnant 3 fois, dont un back-to-back. Puis San Francisco 49ers a été le 2 février 2020. Donc 2 plus 2 plus 2. Plus 2 ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça fait 8. Le 2 février 2020. C'est quand même important pour les San Francisco 49ers en finale. Ils n'ont pas gagné face au Kansas City, mais ils ont été en finale. Donc, c'est des éléments importants et intéressants. Évidemment, Palo Alto, la Silicon Valley. Et puis, tout le monde à la fin de San Andreas. Et puis, le Golden Gate Bridge est ici. La porte d'or pour rentrer. C'est une symbolique assez forte. Donc, situation géographique. San Francisco est situé au nord de la côte californienne, sur les rives de l'océan Pacifique, dans le sud des États-Unis. La ville est entourée d'eau, puisqu'elle se trouve au milieu de la baie, The Bay, de San Francisco. Il y a aussi un film qui s'appelle The Bay. C'est un film plutôt inquiétant, pour le coup, avec avertissement, bien sûr.
l'ouest de la ville, c'est l'océan Pacifique, alors qu'au nord et à l'est, c'est la baie. Cette position fait que San Francisco est situé au milieu d'un vaste port naturel abrité par les montagnes de la chaîne côtière. Oui, et puis effectivement, il y a une série aussi qui s'appelle Twin Peaks, des années 90. Hein. Une série culte aussi. Euh, la proximité de cette chaîne de montagne a d'ailleurs des répercussions sur la ville. Il y a de nombreuses rues en pente, effectivement, abruptes dans toute la ville. Face à la ville, dans la baie de San Francisco, se trouve l'île d'Alcatraz, où se situe la fameuse prison du même nom connue pour son taux d'évasion minime. Cette prison n'étant plus en fonction, il est maintenant possible d'aller la visiter. De nombreux parcs naturels entourent la région urbaine, dont une réserve de séquoias. Avec la baie, l'océan, les montagnes, la ville attire chaque année de nombreux adeptes de sports aquatiques et de randonnées pédestres. Éléments caractéristiques de San Francisco. Plusieurs éléments de San Francisco continuent à rendre la ville célèbre. Outre les rues en pente abruptes qui la rendent facilement reconnaissable et de nombreux films qui se déroulent à San Francisco, des éléments comme le Golden Gate et le Cable Cars valent la peine d'être vus. Effectivement. Bon, je vais passer la séquence des Cable Cars. Mais ce qui m'intéresse, c'est le Golden Gate, bien évidemment. Pardon, le Golden Gate traverse la baie de San Francisco de la ville vers le nord du pont. C'est l'un des ponts les plus connus du monde. Beaucoup de temps s'est écoulé avant sa construction. Le transport se faisait alors par voie maritime. Ce transport était insuffisant pour la demande, mais plusieurs personnes considéraient qu'un pont à cet endroit serait trop long et trop cher à construire. Plusieurs hommes se sont tout de même associés pour réunir des fonds suffisants à la construction d'un pont reliant San Francisco au nord de la baie. La construction fut donc lancée en 1933 et le pont fut inauguré en 1937. Il est alors le plus grand pont suspendu du monde. Comme la région subit fréquemment des tremblements de terre plutôt violents, le pont a été conçu pour que sa structure ne se brise pas ou ne se déforme pas en cas de séisme. Par contre, les connaissances sur les séismes étant plus nombreuses maintenant, les spécialistes ont décrété que le pont ne résisterait pas à un tremblement de terre, plus de 7 sur l'échelle de Richter. C'est pourquoi d'énormes travaux visitant solidifier toutes les parties du pont ont été amorcés en 2002. Effectivement, très clairement, il y a un risque. Il y a un risque concernant San Francisco. 7, c'est assez. Ça a déjà existé dans l'histoire. Mais 7, c'est quand même assez fort. Donc, c'est quand même important. Pour terminer, la couleur de la peinture du pont orangé est conçue pour rendre le pont plus visible en cas de brouillard. Cette couleur spéciale rend le Golden Gate unique. Il reste resplendit dans la lueur du soleil couchant. Un droit de passage doit être acquitté lorsqu'on utilise le Golden Gate en direction de San Francisco, comme les deux autres ponts traversant la baie de San Francisco. La feuille de San Andreas, je vais y revenir juste après. On voit la feuille de San Andreas, vite satellite, puisque j'ai un lien, les séismes historiques, plusieurs. Le Big One et la prévention. Cette vidéo, c'est une vidéo de prévention, de sensibilisation. C'est pas force. Voilà. Plusieurs personnes prédisent qu'un autre gros tremblement de terre touchera San Francisco d'ici 2030. Selon les prédictions et l'activité sismique de la région, ce tremblement de terre serait d'une violence extrême. Ce tremblement de terre possible est surnommé les Big One. Il serait tellement fort que la feuille pourrait détacher la Californie du reste du continent. Certains scénarios plus pessimistes prédisent même que la péninsule de San Francisco pourrait être engloutie par la mer. Afin de prévenir les habitants en cas de tremblement de terre, des équipes de spécialistes observent attentivement. Comme je disais, le degré d'activité sismique autour de la faille de San Andreas leur apparaît très sensible, leur permet de prévoir les secousses, leurs forces, et ainsi d'aviser la population en cas de séisme de violence. C'est ce que je disais. C'était, je ne sais pas si cité le site, Allo Prof. Donc c'était quand même important. Justement, concernant Big One, cet état est insuffisamment préparé et celui-ci peut créer un effet domino dans le récit du soufre du tutoriel survivaliste qui montre aussi une éruption. Effectivement, on a
le tutoriel survivaliste qui nous montre une éruption volcanique. Dans ce récit du soufre et de l'anomalie magnétique que la NASA est en train de confirmer. Ça arrive. Ça s'est joué en 2020, mais malheureusement c'est en train d'arriver. Ça, c'est un point de vue astrologique des choses. Des choses qui semblent... on a l'impression que c'est implacable, là, finalement. Mais il faut rester vigilant, il faut s'informer, il faut essayer de comprendre pourquoi, mais très clairement, ils sont, pour le coup, les rédacteurs des économistes ont des oracles très avisés, finalement. Il y a quand même de grands oracles qui font les prévisions des économistes, quoi. Mais on va voir avec Edgar Cayce, dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne, qu'effectivement, les choses peuvent être évitables, mais encore une fois, à partir du moment où le président de la République dit quelque chose et il attend cette réaction-là, c'est arrivé. Cette réaction-là est arrivée. Voilà. C'est surtout ça qui est dommageable. Alors sur 2012, un nouveau paradigme.com, comme je disais, l'État de Californie insuffisamment préparé au Big One. Dans la top du Big One, l'État de Californie ne serait pas préparé. C'est un article de août 2016. Un rapport d'État sur l'après d'un méga tremblement de terre a vu le jour et tente de rappeler aux politiques et industriels, c'est ce que je disais, que les problèmes affrontés seront terribles en lien, entre autres, avec le vieillissement des infrastructures, l'approvisionnement en eau et le risque des catastrophes incendies. Donc là, voilà. Dans la San Andreas Fault, c'est quasiment toute la Californie. Los Angeles, on a Santa Cruz, ça monte très très haut. San Francisco, c'est quand même impressionnant. Alors, c'est quand même très important. J'espère qu'on voit bien, voilà, super. La faille de San Andreas serait l'état d'un important tremblement de terre, vraisemblablement dans les 30 ans à venir, d'une magnitude qui se situe entre 6 et 6,5. Cependant, la peur de Big One est présente, c'est-à-dire un séisme bien plus puissant, plutôt situé à un niveau autour de 8 ou 9. D'une longueur de 1300 km de long et d'une largeur de 140 km, la faille de San Andreas est à l'origine de près de 200 séismes de faible importance chaque année. Le dernier grand tremblement de terre de la région s'est produit en 1906 avec une magnitude de 7,8 ravageant la ville de San Francisco. Sont évoquées les potentielles prémices d'un Big One, expliqué dans un article de Mediapart du 7 mars 2016, relatant notamment les inquiétudes autour d'une faille longue de 45 km entre les quartiers de Newport et de Inglewood, situé dans le Grand Los Angeles, 18,5 millions d'habitants, où a été observée une fuite active d'hélium. C'est quand même assez incroyable. À ce niveau-là, avoir les informations sur cette zone et surtout de comprendre qu'il y a les fuites de gaz. Il faut faire extrêmement attention. Parce que là, je parle du soufre, bien sûr, le récit du soufre, mais l'hélium, ça reste du gaz. Donc, on a, c'est ce qu'essaie d'expliquer, des phénomènes célestes, mais pas que, des phénomènes aussi intérieurs à la Terre, où il y a des choses qui s'échappent, où il y a du gaz qui s'échappe, et donc il y a une poussée magmatique dans les chambres. Donc il y a des remplissements de chambres magmatiques. Les hotspots, comme on appelle ça, sous le Mauna Loa, et c'est un fait. Hein, c'est en alerte là. Il y a beaucoup de tremblements de terre en ce moment. Pas très fort heureusement, mais il y a quand même une alerte. On voit bien tout s'écouler de lave. Donc on va voir ça après. C'est quand même important. Alors, cependant, selon le quotidien britannique Daily Mail, un rapport de l'État de Californie tente à rappeler aux responsables locaux et aux entreprises de faire face à la réalité. Et plus précisément, le rapport a été produit par le Southern California Disaster Risk Reduction Initiative. La plus grande vulnérabilité se trouverait au niveau du
col Cajon, un col de montagne situé entre les montagnes de San Bernardino et les montagnes de San Gabriel dans le sud de l'État. Cette zone est un carrefour important reliant le bassin de Los Angeles à la vallée de Victor ainsi que le désert des Mojaves, incluant la ville de Las Vegas. On voit bien le Big One pourrait couper des lignes de vie passant par ce col, à savoir des autoroutes, des chemins de fer, des lignes électriques ainsi que des pipelines de type oléoduc, gazoduc, l'ensemble d'infrastructures assujetties à l'usure. Ainsi, un séisme de magnitude 8 pourrait dévaster la civilisation humaine sur une distance de 80 à 160 km à partir de l'épicentre. C'est pour ça que je parlais de comment on communique finalement par rapport au code Morse, tout simplement. Parce que là, on est en alerte rouge, c'est officiel maintenant. J'ai déjà dit au début de vidéo, sur une distance de 80 à 160 km à partir de l'épicentre, touchant en particulier les villes de Los Angeles, San Francisco ou encore Palm Springs. Mais ce n'est pas tout, puisque la rupture des pipelines de pétrole et de gaz pourrait causer de gigantesques incendies impossibles à contrôler, ainsi que de multiples explosions pour cause des aqueducs de transport de l'eau potable pourraient être également brisés dans leur totalité, ne permettant pas la lutte contre les incendies, mais qui surtout assèchera la population. La capacité de résilience de la région semble donc très basse et les risques dommages collatéraux trop importants. Ce qui laisse craindre le pire pour le sud de la Californie ne permettra pas à la population locale de se relever rapidement d'un tel désastre. Mais il faut rien que cet État se prépare. Vraiment. Vraiment, c'est vital. Certains scientifiques évoquent également la possibilité d'un tsunami massif qui pourrait impacter la baie de San Francisco. C'est ce que relate cette chaîne YouTube Golden Gate Apocalypse. Là, on a la simulation de Harvard. En vidéo, vous pourrez voir, je mettrai en lien. Alors, justement, je continue le développement sur un autre site concernant le séisme historique. Pour le coup, précis, on va être précis par rapport au séisme historique du 18 avril 1906 sur alerte-météo.com. C'est quand même important. Donc là, on voit la vue, je ne sais pas si on peut voir. Voilà, on voit la photo de la ville après le tremblement de terre de 1906. C'est quand même impressionnant. Ce qui s'est passé, et la reconstruction notamment, celui du pont, quelques années plus tard. Un petit village en 1848, c'est la ruée vers l'or que San Francisco doit sa fortune 2 ans plus tard. La ville compte déjà 50 000 habitants en 1906. Elle est devenue la 9e métropole des États-Unis avec 250 000 habitants. C'est alors une ville moderne et élégante qui est devenue un centre culturel. Cette cité en plein essor va être totalement détruite le 18 avril 1906 à 5h35 du matin. Le séisme de l'ampleur de 8,2 sur l'échelle du Richter n'est pas le vrai responsable de la catastrophe. À cette époque, les maisons sont faites majoritairement de bois. Le vrai responsable des nombreux morts et l'immense incendie qui ravage la ville seulement une demi-heure après la première secousse, on recense déjà 50 foyers d'incendie. Le feu a fait rage pendant 2 jours sous le regard impuissant des pompiers. La destruction à une métropole américaine. Donc, c'est ce que j'ai lu. Bientôt reconstruite, la ville reste aujourd'hui sur une menace permanente de la grande faille de San Andreas, au cœur d'une des régions les plus instables du monde. Un gigantesque incendie. Pour certains, ce sont les étincelles des fils de tramway tombés sur le sol après la secousse. Pour d'autres, ce sont les lampes à pétrole renversées qui sont à l'origine de flammes. Dans une ville où le principal matériau de construction est hautement combustible, 1000 raisons peuvent expliquer le début de l'incendie. Une demi-heure après la secousse, en tout cas, on recense déjà 50 foyers d'incendie. Le feu fait rage ensuite, 2 jours durant, ravageant la moitié de la ville, tuant 450 personnes, en chassant 200 000 autres de chez elles. Faute d'eau, les canalisations ont été rompues lors de la secousse sismique. Les autorités ne peuvent rien, les pompiers assistent. À peu près impuissants à l'incendie, l'administration se contente de loger provisoirement les sans-abri dans des tentes installées en hâte dans le grand parc de la ville. L'armée, dans ces conditions, prend les choses en main. Le chef de la garnison, le commandant Funston, décrète la loi martiale et ordonne de
tirer à vue sur les pillards qui voudraient profiter de la panique générale. Face à l'incapacité des pompiers, le même homme décide le dynamitage à grande échelle des bâtiments pour sauver les quartiers encore non touchés. En quelques heures, les habitants voient disparaître la plus belle artère de la ville, Van Ness Avenue, dont les façades faisaient leur orgueil. Ce sacrifice permet de protéger l'ouest de la ville, mais les quartiers est, de part et d'autre de Market Avenue, sont la proie des flammes. Les quais et les entrepôts sur la baie, le quartier d'affaires ainsi que le quartier chinois sont totalement détruits. Reconstruction et menace permanente pour terminer la faille de San Andreas. On l'a déjà vu. Donc là, on a quelques photos de la ville concernant San Francisco. C'est quand même assez, les photos d'archives, c'est quand même assez impressionnant. Pour terminer, les habitants ont à cœur d'effacer rapidement le souvenir du cataclysme. À peine un mois plus tard, le plus célèbre citoyen de la ville, William Randolph Hearst, le mania de la presse dont s'est inspiré le cinéaste Orson Welles pour son film Citizen Kane, fait venir Sarah Bernhardt. L'actrice française joue Adèle le Couvreur dans le théâtre en plein air de Berkeley. La ville, reconstruite rapidement, est encore plus belle. Les nouvelles techniques de construction associant le béton et l'acier permettent de concevoir une cité entièrement nouvelle. Fête de gratte-ciel. À l'été 1915, l'ouverture du canal de Panama est l'occasion d'organiser une grande exposition. 19 millions de visiteurs viennent alors admirer San Francisco remise à neuf. Malgré cela, aujourd'hui encore, la catastrophe de 1906 occupe une grande place dans la mémoire collective des habitants de San Francisco, comme avant elle, Lisbonne en 1755, ou après elle, Tokyo en 1923. San Francisco est entré dans la catégorie des villes martyrs. Les tremblements de terre, certains vont jusqu'à attribuer à la menace constante des nouveaux séismes le caractère insouciant et fantasque d'une ville dont l'atmosphère est aujourd'hui unique aux États-Unis. Donc on a déjà vu la faille de San Andreas. C'est quand même extrêmement important. Alors effectivement, pour finir la présentation de San Francisco, le Golden Gate Bridge, en quelques mots, sur trésordumonde.fr. Effectivement, je parlais de San Francisco, de l'historique, que ce soit San Andreas et la ville et le tremblement de terre qu'il y a eu, historique. Là, pour le coup, présentation globale du Golden Gate Bridge. Effectivement, c'est quand même une vidéo qui manquait. Une vidéo de prévention qui manquait, qui mélange un peu toutes mes recherches et mes travaux. C'est quand même assez intéressant, une petite présentation rapide. Avant la construction du Golden Gate Bridge de San Francisco, l'homme avait d'ores et déjà aperçu des mesures grâce à des édifices tels que la Tour Eiffel ou la pyramide du Caire. Alors, bon, vous allez me dire, Emmanuel Macron parle du 21 juillet comme une date où il y a une vraie bascule. Il faut faire attention, est-ce que c'est pas une symbolique finalement? Il est en face de la Tour Eiffel, quand même. On peut se poser des questions. Il veut faire référence à quoi là? Parce qu'on sait que Emmanuel Macron, il aime bien lancer des petits messages comme ça c'est vrai. Donc, il faut rester vigilant. Quand on est derrière la Tour Eiffel et que quand on lit ça, quand on présente le Golden Gate Bridge et qu'on parle de la Tour Eiffel et qu'on passe à Macron et qu'il parle du 21 juillet, c'est quand même inquiétant. Tout simplement. Il faut juste le signaler. Après, il n'y a pas vraiment de conclusion, mais c'est quand même important à noter. Après la construction du formidable Golden Gate Bridge de San Francisco, l'homme avait enfin un nouveau modèle des moyens colossaux qui étaient en son pouvoir. À son inauguration en 1937, il jeta à la face du monde toute la richesse de la révolution industrielle et du capitalisme américain. Un peu plus gros, ça nous fait penser à la lecture immersive. Le Golden Gate Bridge, littéralement le pont de la Porte d'Or ou de la Porte Dorée, a été érigé depuis les sols vaseux de la baie du Golden Gate afin de relier San Francisco à la ville de Sausalito. Grâce à cet immense chantier et à sa réussite éclatante, l'imposante ville californienne que nous connaissons aujourd'hui put croître et prospérer. Il a fallu plus de 520 000 mètres cubes de béton, 75 000 tonnes d'acier et 600 000 rivets
afin de rendre cette utopie industrielle possible. Et pour 811 500 000 kg de pont suspendus, on comprend les moyens gargantuesques qui ont été déployés. Le pont mythique tire son nom de la bête qu'il chevauche, elle-même baptisée par l'illustre officier et sénateur américain Charles C. Fremont, visionnaire. L'on la nomma tout d'abord Chrysopelae, ce qui signifie la porte d'or. Il tira le nom grec du fameux port d'Istanbul, Chrysoséras, la corne d'or, où circulèrent toutes les richesses de l'Orient jusqu'au XIIe siècle. L'homme avait déjà entrevu le potentiel commercial énorme résidant dans la baie de San Francisco. Célèbre grâce à sa taille, il devint un emblème grâce à sa couleur orange assez habituelle pour un pont avec près de 2 milliards de voitures ayant emprunté le pont depuis sa construction. Nul doute qu'il est une merveille incontestable d'ingénierie. Il fut ainsi parmi les 7 merveilles du monde moderne par l'American Society of Civil Engineers en l'honneur du record et du symbole inébranlable qu'il représente. Voilà, c'était pour présenter le Golden Gate Bridge rapidement. C'est quand même assez important, j'en profite. Bien sûr, cette porte dorée ou porte d'or n'est pas sans rappeler. Non, par rapport aux récessions, celle de Jérusalem, bien évidemment, parfaitement bien illustrée, vraiment, et expliquée sur Terre Sainte.net. C'est bien didactique, c'est bien, c'est vraiment excellent. Terre Sainte.net. Non, je veux dire, le player, Cécile Lemoine. Entrer dans Jérusalem, les 8 portes dévoilées. C'est aussi symbolique quand même. Hein. Là, on a les 8 portes sur le site, on pourrait voir, on avait parlé de récession aussi. Silencieuse et mystérieuse, la porte dorée est la seule à être condamnée. Les historiens peinent toujours à expliquer pourquoi. 8 portes percent les murailles de Jérusalem et gardent jalousement les richesses nichées en son cœur. 8 portes et autant d'histoires à raconter. Chacune a ses secrets et ses particularités, son atmosphère, chacune a son propre nom, ou plutôt ses noms, donnés par ceux qui la franchissent. À la fois traces et témoins du passé, lieu de passage et point de défense, les portes de Jérusalem relatent ce que fut la ville sainte, ce qu'elle est et pour certaines ce qu'elle deviendra. Donc on va lire la séquence immersion. C'est quand même extrêmement intéressant au niveau de la lecture. Alors, le temps que ça charge, bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va voir un peu plus petit. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On ne peut pas faire un plus petit, c'est quand même assez... c'est quand même assez dommageable. Attendez, je fais retour. Et juste, voilà. Je vais le refaire parce qu'il y a un petit souci technique. Voilà, c'est quand même un peu mieux comme ça. Voilà, porte dorée, Terre Sainte Olivier, d'accord. Porte dorée, la condamnée. On voit bien la porte, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la photo. Voilà, c'est quand même un peu mieux comme ça, beaucoup plus didactique, c'est quand même plus sympa. Porte d'Hérode, hein, porte de Damas, porte neuve, porte des lions, porte de Jaffa, porte de Sion, porte des immondices, et à côté du dôme de rocher, la porte dorée qui est clôturée, qui est la seule clôturée, par rapport à la vieille ville de Jérusalem. Donc c'est quand même assez important. Silencieuse et mystérieuse, la porte dorée, la seule à être condamnée. Les historiens peuvent toujours expliquer pourquoi. Voilà, là on a la photo, et à côté on a le cimetière arabe, musulman. C'est quand même assez intéressant symboliquement. Alors, qu'est-ce que ça veut? Je vais rester comme ça, je ne vais pas faire pour pas avoir de problème. Empêcher le Messie d'entrer dans Jérusalem. Fermé par les musulmans en 810 et réouvert par les croisés en 1102, la porte dorée est à nouveau murée par un Saladin victorieux en 1187.
quand le sultan ottoman Suleiman le Magnifique construit les remparts autour de la ville en 1541, il fortifie la porte et la maintient fermée. Les historiens peinent à expliquer ce choix. Si certains affirment que la porte a été condamnée dans un but défensif pour protéger les lieux saints musulmans, d'autres pensent que les raisons sont religieuses. La tradition juive raconte que c'est par cette porte que le Messie entrera dans Jérusalem le jour de son avènement. Pour l'en empêcher, les musulmans auraient donc construit la porte et installé leur cimetière à son pied. Le Messie ne peut pas entrer en contact avec la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut? Là, on a la photo plus proche. Qu'est-ce que ça veut dire? La belle porte. Dotée de 2 percées, la porte du repentir et la porte des miséricordes, la porte dorée la plus vieille du mur oriental de la ville, et s'appelait peut-être originellement la belle porte. Mentionné dans Acte 3 de la Bible, le changement de nom viendrait d'une confusion possible entre le mot grec oraia qui signifie belle et le mot latin aurea, qui veut dire doré. Les musulmans l'appellent quant à eux la porte de la vie éternelle. Aucune fouille archéologique n'est autorisée à cet endroit, rendant compliqué les recherches historiques au sujet de cette porte nimbée de mystère. Pour terminer, un épisode de la vie de Marie. Selon les textes apocryphes chrétiens, la porte dorée aurait été le théâtre de la rencontre entre Joachim et Anne, les parents de la Vierge Marie. Cet épisode est devenu un sujet standard dans les cycles représentant la vie de la Vierge. Il a notamment été immortalisé par les poètes Giotto et Dürer. Donc voilà, je trouve que c'était vraiment très didactique, très sympa. Ce qui a été fait par rapport à la porte dorée de Jérusalem, c'est vraiment très 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 intéressant. De faire ça en vidéo, c'est vraiment super sympa. Alors après cette première exploration du Golden Gate Bridge, oui, voyons voir du côté des prophéties géophysiques, émises par Edgar Cayce. Donc c'est la première fois que je parle sur ma chaîne, Edgar Cayce, je parle de plein d'autres personnages du XXe siècle, mais pas d'Edgar Cayce. Là j'en profite, c'est le moment, dans le livre de Dorothée Marguerite Coquelin de Bismont. Les prophéties d'Edgar Cayce, sur le PDF fulmina.org. C'est la séquence propriété géophysique que je vais lire. Et justement, ça fait le lien avec mon introduction, mon préambule, concernant le fait que les scientifiques, de toute façon, il y a un sujet dont ils ne prennent pas l'importance, ou je ne sais pas comment ils considèrent cette chose-là. Mais en tout cas, l'astrologie, c'est absolument fondamental, tout simplement. Pour comprendre ce qui se passe, et on voit bien sur ma chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos dessus, pour essayer de comprendre humblement. Parce que on sait, il y a des failles, il y a des problèmes aux chambres magmatiques, etc. Très clairement, l'astrologie, ce sont des énergies, bien sûr, mais très clairement, ce sont ces choses-là qui font que on a du mal à prévoir, que les choses arrivent de manière brutale et violente. Tout simplement. Mais à partir du moment où, au niveau politique, on voit ce qui se passe dans les autres États-nations, les catastrophes qu'il y a, effectivement, c'est ce que peut-être certaines personnes compte de ces veulent ce type d'événement. Au niveau des pensées, des émotions, ce que nous voyons en ce moment. Et bien évidemment, il faut le comprendre, tout ce qui se passe, ça a une incidence. Et on le voit bien. Alors justement, j'en profite, pour ça que je vous dis, il y a quand même des grands... dans les économistes, il y a quand même de grands astrologues, effectivement. Très clairement, ils le montrent. On a une masse déçue, et justement, ça fait référence, je ne dis pas ce qu'a dit Macron il y a quelques jours, mais très clairement, ça fait référence aux gilets jaunes à la France. On a une sorte de quartier de lune ici, on a une fracture des États-Unis ici. Là, on parle de la souci géologique. C'est quand même très 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 important, mine de rien. Et ils mettent des images comme ça, mais il y a un souci avec la Lune, c'est ce que la NASA dit. Donc, on aura toujours dans ces magazines-là des références, des choses intéressantes par
par rapport aux analyses. Alors, les propriétés géophysiques. Je vais lire quelques pages, parce que pour moi, c'est fondamental pour comprendre vraiment cette vidéo, finalement. C'est quand même très important. Et il faut s'informer les uns les autres concernant ces choses-là, concernant des catastrophes à venir, tout simplement. Et pourquoi elles arrivent comme ça voilà. On peut le comprendre, mais les catastrophes ne sont jamais obligatoires, effectivement. Les pouvoirs de l'homme sur la nature. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Edgar Cayce, écrite par Dorothée Marguerite Coquelin-Bismuth. Le public admet encore relativement qu'une guerre soit évitable. Si les responsables ont décidé de l'éviter, mais Cayce va beaucoup plus loin. Il estime que les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, tous les cataclysmes géologiques sont également évitables. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui les provoque. Pas seulement par ses activités stupidement anti-écologiques, mais aussi par sa pensée négative. Il estime que les pensées émettent des vibrations qui réagissent sur la matière. On l'a bien vu avec l'effet Kirlian, hein, bien sûr. Si une collectivité humaine accumule des pensées négatives, il va en résulter un ensemble de vibrations destructrices qui répercuteront sur la Terre, en surface et même en profondeur. Et cela parce qu'il y a dans chaque être humain des forces profondes qui font écho aux forces créatrices du monde de la matière. L'homme est en résonance avec toute la création. D'ailleurs, il résume en lui-même chimiquement et physiquement, il est lié aux éléments du monde physique. Mais en retour, il peut agir sur ceux-ci et beaucoup plus fortement, comme le croient les Indiens d'Amérique du Nord, avec bien des spécialistes qui faisaient pleuvoir à la demande. De nombreux témoignages attestent le pouvoir de certains initiés, chamans de Sibérie, marabouts africains et même nos sorciers gaulois, qui faisaient la pluie et le beau temps. Il en existe encore d'ailleurs. Chez nous, depuis toujours, dans la marine à voile, on siffle le vent. Et il venait. Siffle, gabier, siffle doucement pour rappeler le vent. Sitôt la brise venue, gabier ne siffle plus. Casey, non seulement est tout à fait d'accord sur le fait que c'est possible, mais il en rajoute. Il va même jusqu'à dire que nous avons une influence sur les taches solaires. Ah, j'en ai parlé du cycle solaire 25, et surtout en fin d'année. On voit au Canada, il fait très très chaud en ce moment, sur certaines parties du globe. Ça, Edgar Cayce nous aide quand il nous donne des éléments d'information importants. Le Soleil, la Lune, les planètes reçoivent de Dieu leur ordre de marche, ils se déplacent selon ses ordres. Seul l'homme a reçu en don le libre arbitre et seul il peut défier son Dieu, comme combien d'entre nous vous y ont réfléchi du fond de leur cœur. Et reconnaissent que leur désobéissance aux divines sur la terre se répercute sur les corps célestes. Je vais parler aussi des 48 lois humaines, hein, perturbant l'ordonnance divine de leur marche, car vous, fils et filles de Dieu, vous défiez le Dieu vivant. Mais quand l'homme, avec ses pouvoirs divins, se met à provoquer cette lumière solaire destinée à manifester dans sa progression la gloire, la bonté et la patience du Seigneur. Alors pourquoi s'étonner? Je continue. S'étonner que la face du soleil reflète ces désordres et ces guerres qui sont le péché de l'homme. Autrement dit, selon Cayce, nous sommes capables de semer non seulement la pagaille sur notre planète, mais même sur le soleil. Car que sont les taches solaires? Une conséquence naturelle des désordres des enfants de Dieu sur la terre qui se répercutent sur le soleil. C'est quand même vraiment intéressant. Effectivement, j'en ai parlé, par rapport à l'augmentation vibratoire de Gaïa, de 7 Hz dans la résonance de Schumann à 13 Hz en ce moment. Effectivement, il y a une augmentation de la fréquence vibratoire ajoutée à ce qui se passe en ce moment. C'est sûr que, effectivement, ça c'est une information importante. Je parlais du cycle solaire 25 avec une forte. Si on rajoute, c'est compliqué, effectivement. On est aussi des particules solaires, bien évidemment. Complètement logique. Les scientifiques ont établi une relation entre la fréquence des taches solaires et les guerres. On sait que F. Tchaikovsky, savant russe, avait noté une recrudescence des taches solaires pendant
la guerre de 14-18 et en particulier au moment le plus aigu des batailles. Son travail a été repris, vérifié et développé par différents savants occidentaux. Plus récemment, on s'est aperçu que les taches solaires apparaissent par cycle semblaient avoir une influence sur la croissance des plantes et donc en conséquence sur la vie animale et humaine. Ici, va encore plus loin, puisque nous avons ces pouvoirs, dit-il en substance, nous les avons pour le pire et donc pour le meilleur. Nous avons donc le pouvoir d'empêcher les cataclysmes naturels. Comment? Plus vous devenez conscient dans votre relation avec l'univers, plus vous reconnaissez les influences qui agissent dessus et plus vous devenez capable d'agir de façon utile. Et cela dans la mesure où vous êtes capable de faire confiance à la force divine qui réside à l'intérieur de vous. Mais plus grande aussi sera votre responsabilité. Ainsi, le soleil reflète les troubles qui se produisent chez nous. Il en va de même pour les tremblements de terre. Effectivement, c'est un lien aussi avec le soleil noir. Si les taches solaires, c'est que ça affecte aussi le soleil noir, évidemment. C'est quand même extrêmement important. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, nous avons sous les yeux, comme précédemment, ces problèmes qui ont provoqué à la fois les cataclysmes géologiques et les guerres, la méfiance, la jalousie, la haine qui sévissent actuellement. Tout cela arrive parce que l'homme a oublié Dieu, qui ici met dans le même panier tous les événements désagréables, qu'ils soient géologiques ou politiques. La météo n'y échappe pas, mais on est clairement dans cette thématique en ce moment. En ce qui concerne les conditions météorologiques et leurs effets sur différentes parties du monde, elles sont très liées aux affaires humaines. Certains de mes lecteurs se souviendront du gigantesque orage qui avait éclaté la nuit de l'élection du président Mitterrand. L'élection qui avait déchaîné de vives passions politiques. Consulant, je ne le crois pas. C'était plutôt comme si les tensions accumulées avaient trouvé leur somatisation dans le tonnerre et les éclairs. Si les calamités socio-politiques comme la guerre sont de toute évidence provoquées par des erreurs humaines, qu'ici s'étendra beaucoup là-dessus, les cataclysmes géophysiques le sont également. On commence maintenant à s'en apercevoir. Par exemple, des scientifiques américains ont mis en évidence la recrudescence des séismes dans une région où l'on a construit toute une série de barrages. Avant, il n'y avait pas de barrages, mais pas de séisme non plus. Alors, comme en Égypte, à mon dernier voyage, tout le monde se plaignait du barrage du lac Nasser qui avait modifié le climat et augmenté la fréquence des vents de sable. En sens inverse, tous ceux qui visitent régulièrement Israël depuis 40 ans ont pu constater que le climat était devenu beaucoup moins sec au fil des années depuis qu'on y a replanté les forêts. Effectivement, il faut replanter les forêts, c'est important ça. Surtout avec les feux de forêt qui recommencent en Californie. On a bien vu à San Francisco l'année dernière en septembre. C'est quand même une symbolique importante. L'astrologie a son mot à dire dans les cataclysmes géophysiques. On y va. L'astrologie a d'ailleurs son mot à dire sur tout. Et ceux qui ignorent risquent d'être complètement dehors du coup dans les années qui viennent, effectivement. Une des branches de cette vieille science s'appelle l'astrométéorologie. Elle a pour but de prévoir le temps. Et ça marche, je l'ai vérifié. Alors celui, je fais maintenant mes prévisions météo par radiesthésie. Ça va encore plus vite. L'astrométéo est également capable de prévoir les cataclysmes naturels. Ça ne date pas aujourd'hui, hein. Comme le raconte Pline dans son histoire naturelle, les Babyloniens avaient remarqué une corrélation entre les mouvements de la planète Mars et les tremblements de terre. Saint Thomas d'Aquin affirmait les astres influencent tout ce qui est à la surface de ce monde sublunaire. Et il est donc tout à fait logique qu'ils influencent d'abord les réactions physico-chimiques sur notre planète, mais les hommes peuvent modifier cette influence par leur libre arbitre. On pose ici la question suivante: quelle est la cause première des tremblements de terre? Radiesthésie, c'est bien évidemment la pendule. Quelle est la cause des premiers tremblements de terre? Je continue. C'est vraiment un passage incroyable. C'est incroyable, tout simplement. Les tremblements de terre sont causés naturellement par les mouvements telluriques, c'est-à-dire les mouvements internes de la croûte terrestre. Il y a aussi l'influence des énergies du cosmos, c'est-à-dire l'influence des planètes et des étoiles, et de relations interstellaires. C'est cela qui provoque des réactions sur les éléments terrestres. Autrement dit, la terre, l'air et le feu, en renouvelant les combinaisons entre ces éléments, ce qui s'est traduit par une activité sismique ou séismique, qui est ici, mais donc nettement en cause l'influence des arbres, sans cesse de rappeler que ce ne sont pas les étoiles qui sont coupables, mais nous. Il ne s'agit jamais de rappeler que le facteur humain est déterminant. Quant aux bouleversements futurs, ils sont indiqués non seulement par les prophéties, mais aussi par les aspects astrologiques. Ils sont également prévisibles d'après l'attitude et les objectifs des personnes et des groupes importants. Ce sont eux qui provoqueront les crises qui éclateront lorsque les temps sont mûrs.
c'est l'une des phrases les plus importantes de cette vidéo. Hein. Les objectifs des personnes et des groupes importants, ce sont eux qui provoqueront les crises et qui éclateront lorsque les temps seront bons. C'est vraiment la phrase de cette vidéo. C'est très clair. On peut donc penser qu'il y a une interaction entre les hommes, la Terre et les astres. Les scientifiques intelligents commencent à donner raison à Casey, par exemple. Gribben et Pleitzman, un distingué universitaire issu de Cambridge qui collabore avec la NASA, ont publié en 1975 le livre L'effet Jupiter, dans lequel ils constatent que les astrologues n'ont pas tort. Certains alignements planétaires semblent, pour de très solides raisons scientifiques, affecter les mouvements de la Terre, comme la Lune. Donc l'annonce de la NASA est incroyable. Encore une fois, on parle de Butler Movie, mais là on peut parler aussi de Roland Emmerich Movie. Que ce soit le jour d'après, The Day After, on a eu les Independence Day et surtout 2012. Et là, on a un film qui va sortir en février 2022 de Roland Emmerich avec un casting extraordinaire qui s'appelle Moon. J'ai oublié le titre exact, mais ça parle de la Lune qui fond sur la Terre. C'est incroyable. Donc c'est quand même important, hein, le cinéma hollywoodien qui nous donne des informations intéressantes. Allait même, disait-il, jusqu'à provoquer des séismes, et d'en apporter comme preuve une comparaison statistique des grands tremblements de terre connus avec les positions planétaires aux dates correspondantes. Une étude de la NASA menée par ces deux auteurs soutient la thèse que les conjonctions Jupiter-Neptune correspondraient à une activité séismique accrue. D'autres auteurs, comme Tomacek et Dominique, accusent plutôt Uranus dans une étude parue dans la revue Nature. En 1960, il avait noté que beaucoup de grands séismes s'étaient produits alors qu'Uranus passait au méridien au milieu du ciel en astrologie. Sur un total de 134 séismes étudiés, on a trouvé une forte proportion de cas où Uranus transitait le méridien du lieu de l'épicentre. En astrologie, Uranus régit tout ce qui est rapide. La foudre, le courant électrique, l'intuition, etc. Et quand il est mal aspecté, tout ce qui est brutal, les explosions, les catastrophes, imprévues, la révolution, tout ce qui éclate dans un ciel d'orage sans crier gare. Il est dans la logique astrologique qu'Uranus exerce une influence sur le magnétisme terrestre, inquiétant. C'est que nous entrons bientôt dans l'ère du Verseau, notion astronomique que j'ai expliqué au moment. Or, dans l'astrologie karmique, les astrologues associent Uranus et le Verseau, la planète et le signe étant considérés comme étant de même nature vibratoire. Mêmes caractéristiques, mêmes effets. L'entrée dans l'ère du Verseau, lorsque le soleil se lèvera dans ce signe, à l'équinoxe de printemps le 21 mars, risque de se signaler par des événements brutaux, événements inattendus, pas pour Casey. Sa méthode est de partir, encore ces deux dernières lignes, dernière page, et de partir d'un événement immédiat dans le futur proche pour y ouvrir des perspectives sur le futur plus lointain. Casey donc commence donc par parler du futur proche. Intéressant. Comme nous avons déjà dit, l'influence de Jupiter et d'Uranus sur les événements mondiaux sera à son maximum autour du 15 octobre et justement jusqu'au là. On était alors en août 1926, mais la production va bien au-delà. On peut s'attendre à cette date-là, non seulement sur le plan individuel mais collectif, des différentes parties du monde, à des crises destructrices dans les affaires humaines, bien des problèmes vont surgir qui paraissent très étranges à des gens d'un présent. Et cela aussi bien en matière de religion que de politique ou de morale. On essaiera de tout changer, de prendre d'autres orientations, voyez-vous. Dans le petit groupe des amis de Casey, ne voyez pas, les questions qui nous se sont posées tout au long de l'année sont d'une candeur désarmante. Si Casey leur avait parlé du sida, de la drogue et des extraterrestres, les pauvres chéris ne s'en seraient jamais remis. Casey ne voulait pas les affoler, elle fait comme Nostradamus, et en retour c'est prophétie d'un certain flou artistique. Cette fois, il continue avec davantage de précision et toujours en jouant sur les deux plans, le futur proche et le futur lointain, à peu près comme le soleil noir, à peu près en 13e degré du cancer. Il y aura de violents ouragans, 2 tremblements de terre. Et c'est important. Là en Californie, malheureusement, c'est l'autre Japon. C'est-à-dire que c'est une résurgence pas de San Francisco forcément, mais de la faille de San Andreas, de ce qui s'est passé au Japon aussi dans les années 20. Suivi de tsunamis,
dont l'un dans le sud des îles voisines du Japon. Donc j'ai fini ici, cette page-là. Pour le futur immédiat, ces dernières prédictions seront volées très exactes. Il y a eu beaucoup de tempêtes cet automne-là, surtout au-dessous de l'Atlantique, le 20 octobre, un ouragan. Comme on n'en avait jamais vu, ça bâtit sur Cuba et ravageant tout sur son passage le 22 octobre. La Californie fut secouée par un tremblement de terre de force 8. 19 et 20 du même mois, le Japon a été touché par 3 tremblements de terre de force moyenne. On est suivi de ces immenses vagues solitaires que l'on appelait des tsunamis. Ceux-ci, dont nous reparlerons, sont des raz-de-marée déclenchés par les secousses des sous-marins se propagent d'un bout à l'autre du Pacifique, noyant les riverains lorsqu'ils arrivent sur les côtes. Bref, Casey avait vu tout à fait juste 2 mois à l'avance. Pour le futur lointain, Japon et Californie sont justement les 2 pays du monde qui sont les plus menacés par les séismes. Casey dira, dans d'autres lectures, qu'il risque même de disparaître en grande partie. Et encore une fois, la planète Mars qu'on voit dans le 2020, encore une fois, jouera un rôle dans le déclenchement des tremblements de terre lorsque ceux-ci se produisent, la planète rend, n'est-ce pas, normale. Sa couleur rouge est plus intense, sa marche est différente. Si l'on en croit qu'ici, et les scientifiques cités, elle risque d'y avoir un mauvais moment à passer. Le 5 mai 2000, le ciel de ce jour-là se présente ainsi 6 planètes dans le signe du Taureau, menées par Mars en conjonction au début du signe suivant, les Gémeaux, autrement dit, un amas planétaire de 7 corps célestes. Tout devrait aller pour le mieux, puisque le Taureau est une gentille petite bête des champs, impaisible comme tout. Seulement, voilà, il ne faut pas le contrarier, le Taureau, sinon il risque de se fâcher. Et même si la tradition grecque le dit, de se transformer en Minotaure, le monstre qui se nourrissait de jeunes gens. Or, comme dans le ciel du 28 avril 1941, que nous verrons, je termine, plus loin, les planètes en Taureau seront le 5 mai 2000 fortement contrariées. Elles recevront un carré de Neptune et du terrible Uranus, situé ce jour-là dans le signe du Verseau. Cela risque de faire un Big Bang dont vous ne pouvez manquer de ressentir les effets. Si nous sommes encore là, ce n'est plus dans très longtemps, à l'heure où j'écris ces livres. Donc, après, il parle de Kirlian, etc. J'ai voulu lire toute cette séquence parce que ça m'a paru une pertinence implacable, vraiment, par rapport à ce que nous vivons. Vraiment, c'est quand même... Et puis même Dorothée de Coquelin, effectivement, qui relate bien les prophéties d'Edgar Cayce. Très clairement, la question astrologique est primordiale. Effectivement, on l'oublie souvent. On est en réaction et effectivement, il faut se manifester. Après, effectivement, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais très clairement, les gens qui plus d'1 300 000, c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur quand même. Ça m'a attristé, très clairement. C'est vraiment triste. Et, alors, on se bat sur YouTube aussi. C'est pas évident pour informer au mieux le collectif. Mais là c'est quand même assez terrible. Excellent passage de ce bouquin consacré aux prophéties d'Edgar Cayce. Il souligne notamment l'importance des planètes à travers l'astrométéo. Voyons voir les transits de juillet 2021, parce que c'est ce qui nous intéresse, dans l'astrométéorologie, pour avoir des éléments complémentaires sur azurastrologue.fr, Ad Astra. Alors bien là, je vais lire la quintessence comme d'habitude. Et c'est bien aussi de faire cette mise à jour astrologique associée à mes travaux sur la géophysique et des vidéos prophétiques, on va dire, de type prophétique, 29 juin 2021. Cet article est consacré à l'analyse des transits astrologiques du mois de juillet 2021. Et justement, entre parenthèses, pourquoi pas chaque mois faire une petite vidéo de quelques minutes sur ce lien-là, pourquoi pas, qui est excellent, je trouve, concernant, en début de mois, à chaque début de mois, petite vidéo sur les transits, tout simplement. C'est quand même extrêmement important. Et je vais m'y engager dès début août, un petit topo sur les transits du mois d'août, septembre, etc. Très important. L'astrologie du mois de juillet 2021 est pour le mois chargé avec des transits et activation pivotale à l'échelle de l'année. Beaucoup d'actions pour les signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion et Verseau en particulier. Donc là, on a les lunaisons. Pardon. C'est quand même important.
Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est quand même extrêmement important. En conjonction séparante à Pluton et appliquant à Saturne, la Lune n'est pas en posture très confortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Cela pourra donner à cette pleine Lune une qualité assez intense, tendue. Pleine Lune du 24 juillet. Hein. Tendue, crispée, d'autant qu'il y a également une opposition par signe à Mars en Lion. C'est quand même extrêmement intéressant. Alors, il y avait une phrase que je voulais lire. C'est quand même extrêmement important. Donc là, je l'ai un peu oublié la phrase, mais bon, c'est pas grave. C'est dommage hein, que j'ai perdu un peu cette phrase. Donc, on y va. Non, c'était celle-ci plutôt. Je me suis un peu trompé. Cela commence le 1er janvier. Alors là, on est en Saturne, Uranus, Mars. Cela commence le 1er juillet avec l'opposition exacte de Mars en Lion et Saturne en Verseau, suivi quelques jours plus tard du carré exact de Mars et Lion avec Uranus en Taureau. C'est le climax d'un élan engagé en juin dès l'entrée de Mars en Lion le 11 juin. Voilà, je continue, hein, quintessence comme d'habitude. Donc on voit bien, Chris Brennan prend une métaphore de conduite sur l'autoroute pour décrire Mars et Saturne. Une voiture qui vous collerait derrière vous pour forcer à aller plus vite, Mars, et une autre voiture qui, au contraire, vous ralentit de manière frustrante, Saturne. Austin Coppock évoque alors le contraste entre le contrôle, le confinement, l'endiguement, le freinage, Saturne, les désengagement, le relâchement, l'éclatement, l'explosion, notamment une pente de vitesse ou une tirade enflammée. Mars cherchait l'élan et le mouvement, tandis que Saturne agrippe, restreint, ralentit. C'est quand même intéressant. Les aspects durs entre Saturne et Mars sont décrits par l'astrologue Michael J. Morris comme des moments où il y a une tension entre lancer des changements et rester dans ce qu'on connaît déjà. La liberté d'agir contre l'immobilisation de la captivité. Il souligne que la volonté d'agir se heurte à un mur et que ce mur est souvent de nature systémique, que nous les rencontrions de manière interne ou externe. Des exemples de murs systémiques pourraient être la misogynie, le racisme, la transphobie, le validisme. Faire une liste exhaustive serait trop long. Il y a malheureusement beaucoup de systèmes dysfonctionnels bien ancrés dans notre société. Pour terminer sur cet aspect, bien sûr, hein, cela se rajoute Uranus en Taureau, qui vient contester et remettre en question Mars et Saturne par sa position en carré entre les deux. Uranus a un rôle de stimulation des disruptions qui renforce l'impulsivité d'urgence que représente Mars. Austin Coppock décrit Uranus et Mars comme des amis dangereux. Les deux planètes jouent en faveur de mouvements rapides et potentiellement imprudents. Cela pourrait illustrer les événements qui remettent à zéro, qui réinitialisent une destruction, un coup de pied dans la fourmilière, pour mieux restructurer. C'est quand même inquiétant. Ça reste de la sensibilisation. C'est très important l'astrologie. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la science, voilà. On regarde les tremblements de terre, les vibrations. Il y a quand même autre chose. Alors, on lit les trois derniers sur Jupiter. On y va. Jupiter rétrograde rentre en Verseau le 28 juillet. Il y a des mois de cela, certains astrologues ont observé le transit à venir de Jupiter en Poisson, émettant l'hypothèse que cela pourrait refléter une large vaccination de la population contre le Covid-19. Et puis généralement un assouplissement des restrictions dues à la pandémie, du moins dans certains endroits du monde. Comme Jupiter rétrograde en Verseau fin juillet et ne rentrera à nouveau en Poisson que le 30 décembre 2021, on peut se poser la question de ce que cela reflètera vis-à-vis de la situation sanitaire. Doit-on s'attendre à un rétropédalage? Cela semble possible. En France, on pourrait considérer audacieux de lever l'obligation générale du port du masque en extérieur alors qu'un quart seulement de la population est pleinement vaccinée et que les vaccins utilisés sont moins efficaces face aux variants Delta. Vous voyez, on va dire les élites oligarchiques, je veux dire, c'est l'astrologie. On a bien vu l'astrologie du soleil noir au niveau de la bourgeoisie. C'est implacable. Et comment fonctionnaient les anciennes civilisations avec les pyramides, etc. Je veux dire, c'est une évidence absolue.
toute civilisation qui ne considère pas l'astrologie, les anciennes civilisations durent des millénaires parce qu'elles étaient bien calibrées au niveau astrologique, tout simplement. Austin Kopok fait remarquer qu'une autre manière de considérer Jupiter, autrement en Verseau rejoignant Saturne, et Jupiter revient porter son aide et son soutien Saturne en Verseau. Chris Bedin souligne que la mise sur le marché du vaccin a coïncidé de près avec la conjonction Jupiter et Saturne en Verseau en décembre 2020. Il se demande donc si le retour de Jupiter en Verseau pourrait donc augurer d'autres innovations technologiques nécessaires pour surmonter cette crise sanitaire d'une manière ou d'une autre. Il est aussi notable qu'à son entrée en Verseau le 28 juillet, Jupiter est immédiatement configuré en opposition partie à Mars qui s'apprête à quitter Lion. Cet aspect a été comparé par le trio d'astrologues de l'Astrologie Podcast à un coup de poing de la part de Mars avant de filer. Quel accueil pour Jupiter en Verseau. Donc on a aussi Vénus. On va lire les 3 paragraphes ici sur Vénus. Le 12 juillet, peu après la nouvelle lune en Cancer, c'est déjà passé, la lune conjoint Mars et Vénus en Lion, ce qui vient encore souligner les aspects majeurs du mois, même si l'opposition à Saturne est maintenant séparante. Austin Kopok décrit ce moment comme les aftershocks, les reliques après un tremblement de terre. De l'opposition Saturne-Mars, Vénus, Lion, qui est carré. La conjonction partite de Vénus et Mars en Lion a lieu le lendemain, 13 juillet. Vénus et Mars sont 2 planètes souvent contrastées en astrologie. Leurs domiciles s'opposent, leurs rôles se contredisent. Vénus cherche à harmoniser, unifier, équilibrer. Mars séparer, trancher, rejeter. Là où Mars éclaire ce qu'on veut éviter à tout prix, ce que l'on déteste, ce contre quoi on souhaite prendre position, Vénus fait la lumière sur les désirs positifs, ce qu'on souhaite à la place, ce que l'on aime, ce que l'on cherche à encourager, soutenir, célébrer. La conjonction de ces 2 planètes peut souligner des contradictions explosives, encore une fois, toujours Mars. Donner un effet poussé-tiré. Ça fait penser aux zones de subduction. Et l'opposition, sur le plan géologique bien sûr, et l'opposition à Saturne ne fait qu'exacerber ce tiraillement et souligner la frustration qui peut en résulter. Vénus entre en Vierge le 22 juillet, c'est le signe de sa chute. Vénus n'y est pas en terrain familier ou facilitant. Cela ne signifie toutefois pas que ce transit est entièrement inauspicieux, ou que rien de bon ne peut en ressortir. Pour les personnes dont Vénus est la planète active pour l'année, ou les ascendants Taureau et Balance, domicile de Vénus, cela peut être une période qui présente des défis. Cela dépend aussi fortement de la maison occupée par le signe de la Vierge dans le thème natal. Donc voilà pour cette séquence astrologique qui est vraiment importante. Alors c'est le dernier lien de la vidéo, une vidéo un peu plus courte que d'habitude, mais parce que c'est pas du décryptage classique des économistes, mais ça reste une vidéo, je répète, d'urgence de sensibilisation. On est en alerte rouge globale, mondiale là, dans tous les secteurs, je le répète, économique, géologique, politique, dans tous les domaines. C'est une alerte rouge où moi je fais cette vidéo de sensibilisation concernant l'astrologie et leur importance. Je le répète encore une fois, par rapport à mes travaux prophétiques, par rapport aux éléments qu'on peut avoir aussi, et aux travaux d'Edgar Cayce. Donc c'est extrêmement important. Pour clôturer cette vidéo, les risques d'éruption volcanique, présents dans le magazine, avec le tutoriel survivaliste, avec l'exemple du Mauna Loa. Une vidéo que j'avais parlé incomplète, mon étude sur les volcans hawaïens, après l'étude du Kilauea en été 2018. Été 2018, en été 2021, je parle du Mauna Loa. C'est important aussi de s'informer sur lui et d'en faire part au collectif, avec vraiment cette excellence slide player. Vraiment excellent. Pour terminer cette vidéo, le Mauna Loa. Qu'est-ce que ça veut dire? On va en profiter, on est en une totale immersion. Donc voilà la plus grande île, on a le Kilauea, j'en avais parlé, active, erupting continuously depuis 1943. Donc éruption continuelle. Donc j'avais parlé d'un Kilauea, c'est cette frange-là qui risque de couler dans l'océan. Ça c'est un volcan actif, c'est le plus grand volcan du monde, le Mauna Loa justement. On a un autre volcan. Celui-là il est éteint, celui-là il est dormant, celui-là il est actif. Et ça fait, ce qui est intéressant quand on voit cette île, c'est qu'on en a un éteint, dormant, on a ici actif, et ici on a toujours actif.
Donc il y a une déclinaison comme ça, historique, c'est vraiment impressionnant. Celui-là, c'est le plus grand volcan du monde, actif, dernière éruption 1983, il me semble, 1984, pour ce volcan. Et on le sait que, justement, on le voit bien dans les économistes, tu vois, des petites coulées de lave comme ça, qui peuvent faire penser à ça. La dernière, effectivement, c'est 1984. Il y en avait une autre en 1975, donc il y a 10 ans d'écart là, 9 ans même. Il n'y en a plus de 1984, donc on peut dire que c'est extrêmement inquiétant. Euh, c'est très 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 inquiétant. Ça fait plus de 37 ans qu'il n'y a pas eu d'éruption. Tant mieux, d'accord. Mais c'est encore plus dangereux finalement. Qu'une cuve qui se remplisse comme ça. Alors effectivement, c'est pour ça qu'on a le Kilauea, qui peut-être, au niveau du réseau magmatique, peut-être fait des éruptions et désengorge peut-être le Mauna Loa finalement. Donc on peut le voir comme ça aussi, c'est possible. Donc on voit toutes les laves au niveau des éruptions. Alors Vulcain, j'en avais parlé, du renom du feu et du travail volcan éteint. Les scientifiques pensent que le volcan ne se réveillera jamais. Éruption, écoulement à la surface de matière volcanique, lave, sang, gaz provenant des profondeurs. La lave, c'est le magma qui arrive à la surface de la Terre à cause de l'activité volcanique. Effectivement, on a le youtubeur Yannick Bala, aventurier égyptologique, si j'ose dire, avec sa chaîne Planète Raw, Révélation Aventure Web, effectivement, qui fait de belles vidéos, notamment sur l'Islande et le volcan, dont j'ai oublié le nom. C'est impressionnant, les images sont impressionnantes, effectivement, concernant les éruptions volcaniques. Donc, c'est quand même important, et c'est ce qui se passe en Kilauea et dans ce volcan islandais. Avec la chambre magmatique ici qui se remplit, la couche de cendres, cône du volcan, le cratère bien sûr, la cheminée principale, le cône secondaire, le fumerolles, comme on le voit dans la Yellowstone. Ça c'est le volcan inactif qu'on voit sur l'île, le Kilauea, un peu plus loin. Puis bien sûr la coulée de lave et la couche de cendres. Couche de cendres, couche de lave solidifiée. Après tu peux faire une couche complètement. Et puis bien sûr la bombe volcanique. C'est quand même assez impressionnant. Là ça fait justement penser à l'île de Kilauea, qui est le Mauna Loa, qui est un stratovolcan. Bien sûr, on est plus dans cette situation-là, de stratovolcan sur l'océan finalement. Et effectivement, zone de subduction, divergence, effectivement. Ce rift continental, ça fait penser à la faille de San Andreas. On a l'impression que géographiquement en plus, on a Hawaï et puis le continent. Voilà à peu près comment ça se passe avec la lithosphère, la sténosphère, les hotspots ici, les ponts chauds, d'où viennent les magmas, du manteau terrestre, et viennent s'agglutiner dans la chambre magmatique, le hotspot, et ensuite, avec la pression et l'éruption, justement, cette pression-là, les scientifiques peuvent dire, oui, la chambre magmatique est en train de se remplir. Mais aucunement, ils peuvent savoir quand ça explose, parce que ça, c'est d'ordre astrologique. Cette pression, cette énergie, c'est les pensées des gens, les astres, etc. J'en ai parlé, là je conclue, mais c'est vraiment ça. Vous pouvez expliquer ça, c'est très important d'expliquer tout ça. Pour savoir l'explosion, l'énergie comme ça, là, très clairement, là, on tombe dans le domaine astrologique. Bon, mais c'est déjà, on voit bien Yellowstone, là, les geysers, ça, c'est déjà quand même important. C'est très scolaire, finalement. Donc là, effectivement, on a ce qu'on a à peu près au Mauna Loa, volcan pluvieux, un atoll, on a un volcan éteint, tout ça sur la même île. Et ça, on a à peu près le Mauna Loa. C'est comme ça que ça se passe avec la hotspot, une cuve magmatique bien remplie, et les risques l'air. Donc là, on a à peu près comment les Ivoiriens se sont téléphonés. Ça fait penser à peu près à ça. C'est quand même très intéressant. Donc on a le manteau, la lithosphère, le manteau, la lithosphère, et puis voilà, à peu près l'image qu'on avait. Voilà,
effectivement, là on a on a 10 ou 20 km d'eau et puis après on a des centaines de kilomètres de croûte terrestre, même si effectivement on avait parlé de la Terre creuse, effectivement il y a du creux. C'est une évidence, c'est pas plein comme ça, c'est une évidence. Puis maintenant, les cinémas maintenant montrent la Terre creuse. Les choses sont claires. Et puis, oui, il y a le film justement de monstres, voilà, Godzilla contre Kong, effectivement. Très clairement, ça fait référence à ça. Quoi. Les geysers, jet d'eau et vapeur chauffée par le sol, dans le sol, par le magma qui jaillit d'une fissure à Yellowstone. Je vais parler de Yellowstone, donc la faille de San Andreas. Bien sûr, qui est au-delà de San Francisco, la faille de San Andreas, une faille géologique en décrochement à la jonction des plaques tectoniques du Pacifique et de l'Amérique. Voilà. Voilà pour cette vidéo. L'orogénèse, ça caractérise l'ensemble des processus géodynamiques qui dépendent de la tectonique des plaques et qui aboutissent à la formation d'un système montagneux au champ star. Donc, voilà pour cette vidéo de sensibilisation. C'est quand même important. De prévention, de pédagogie, comme je disais. C'était le but de la vidéo. Avec les prophéties aussi d'Edgar Cayce et sa sensibilisation à l'astrologie. De comprendre que ce qui se passe là en ce moment, que ce soit voulu ou pas, finalement, les gens font ce qu'on veut d'eux, entre guillemets. Finalement, mais il faut agir, très clairement. Il faut agir et il faut être dans l'action. Dans l'action raisonnée, humble, bien sûr, mais il faut être dans l'action. Pacifique, comme on a vu à Londres, avec plus d'1 million de personnes. C'était absolument fantastique et voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va faire réfléchir les conseils constitutionnels et les députés. Voilà, c'est plutôt ça. Macron est là pour faire des annonces et puis les gens ont fait ils ont envoyé les rendez-vous quoi, en fait. Voilà, c'était les faits recherchés. Donc là il y a une autre étape et j'espère que ça va bien se passer. Mais en tout cas moi je vous le dis, je reste vigilant, je reste humble bien sûr. Golden Gate Apocalypse, Golden Gate Bridge Apocalypse, ça reste de la prophétie, mais là quand même il y a des éléments. On a des éléments qui nous poussent à dire qu'avant 2030 quand même ça va se passer. Donc cette vidéo est très importante, vraiment, de sensibilisation des gens, des personnes, pour qu'elles comprennent ce qui se passe dans les coulisses entre guillemets, si je vous dis, parce que l'astrologie n'est pas mise en avant, malheureusement. Merci à vous de m'avoir suivi pour cette lecture sans fond musical. N'hésitez pas à dire vos retours et ce que vous en pensez de ce qui se passe en ce moment. Parce que là, c'est grave. Il faut rester vigilant, s'informer les uns les autres. Moi, je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Merci beaucoup. Merci pour vos commentaires pour la vidéo précédente, pour vos abonnements et vos pouces bleus pour le renforcement. Je sais que c'est pas facile en ce moment sur la plateforme YouTube. Donc, on va essayer de faire au mieux. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine, merci.